Laissez-moi vous parler de disparitions mystérieuses. Laissez-moi vous emmener sur des sentiers à la recherche des traces de malheureux randonneurs qui ont disparu dans des circonstances étranges et inexpliquées. Ce sont toutes des histoires vraies et sourcées. Bienvenue dans Nature, Danger, Disparition. À la différence des États-Unis, où se trouvent de nombreux parcs naturels aux proportions gigantesques qui rendent favorables les conditions de nombreuses disparitions à longueur d'année, la France ayant un territoire beaucoup plus restreint avec peu de grands parcs, le nombre de disparitions y est plus limité. Et encore plus si on cherche des disparitions mystérieuses, c'est-à-dire où les circonstances de la disparition et ou de la mort, le cas échéant, restent inexpliquées et illogiques, voire flirtant avec le paranormal. Alors partons maintenant dans le Doubs, où Lucas Renoux s'apprête à partir en randonnée avec ses amis. Lucas Renoux, 20 ans, originaire d'Izeaux près de Grenoble, en Isère, est un jeune homme titulaire d'un baccalauréat STAV pour Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Passionné par les animaux, il avait rejoint fin mai le parc polaire de Chauneuf dans le Doubs pour y effectuer un stage de soigneur. C'est un jeune homme en pleine santé qui est amateur de rugby, de VTT de descente et de airsoft. Le mardi 18 juin 2019, il a prévu de faire une randonnée avec 7 ou 8 amis stagiaires comme lui du parc polaire aux célèbres et majestueuses cascades du Hérisson. Et ceci n'a rien à voir avec le gentil petit animal muni de piquant. Le Hérisson, c'est le nom de la rivière. Ensemble, ils quittent le parc et partent en voiture. Il y a environ 45 minutes de route pour se rendre du parc de Chauneuf aux cascades du Hérisson. Nichées au cœur du Jura, les cascades du Hérisson attirent chaque année des milliers d'amateurs de randonnée et de nature. Ce site naturel exceptionnel, composé de 7 chutes d'eau successives, offre un spectacle époustouflant, surtout quand la rivière est gorgée d'eau au printemps. Le sentier de randonnée est accessible à tous, et ceci est un détail important. Le site des cascades du Hérisson propose divers itinéraires adaptés à tous les niveaux de randonneurs. Il faut bien préciser que le sentier est bien entretenu et relativement bien aménagé. C'est une promenade familiale classée de difficulté moyenne. À en croire les habitués des lieux, il n'y a normalement pas matière à se perdre sur ces sentiers. Et pour mieux vous faire une idée, je vous propose un petit tour sur les chemins de randonnée des cascades du Hérisson. Maintenant que vous voyez bien à quoi cela ressemble, repartons avec notre petit groupe de jeunes randonneurs. Le groupe se gare sur le parking de la Forge à Bonlieu plutôt que sur le parking principal qui lui est payant. Puis ils suivent, semble-t-il, le sentier qui longe les cascades en descendant à l'allée et en remontant au retour. Vers 17h30, Lucas appelle sa mère pour lui souhaiter son anniversaire. Il lui promet qu'ils fêteront son anniversaire dès qu'il rentrera chez ses parents. À ce moment-là, il est toujours avec le groupe. Une dernière photo le montre en train de descendre l'un des escaliers longeant la rivière, portant dans ses bras le chien d'un des membres du groupe. Un peu plus tard, lors de la remontée du chemin, il aurait perdu ses camarades de marche dans des circonstances assez floues. Environ aux 3/4 du chemin en remontant, Lucas aurait pris la tête du groupe. Peu de temps après, les autres le perdent de vue. Le reste du groupe a continué sur le sentier vers le parking. Mais en arrivant à 20h à la voiture sur le parking de la Forge, ils s'aperçoivent que Lucas ne s'y trouve pas.
Ils sont d'abord surpris, car il était passé devant eux et aurait dû donc arriver avant eux. Ils décident donc de l'attendre, puis, ne le voyant toujours pas revenir, ils repartent en sens inverse sur le sentier en l'appelant. Pendant 3 heures, ils le recherchent sur les sentiers des cascades et l'appellent. Alors que ses amis sont en train de le chercher sur le sentier de randonnée et ses abords, Lucas, qui est donc toujours vivant, appelle le 112, le numéro d'urgence européen. Un appel de 8 minutes, au cours duquel le jeune homme, par ailleurs pompier volontaire, aurait dit qu'il ne retrouvait plus son chemin, qu'il était las d'errer dans les bois et qu'il avait mal aux jambes. Tout ceci avant que la conversation ne soit brusquement coupée. Vers 23 heures, ne trouvant toujours aucune trace de Lucas, un des amis décide d'appeler les gendarmes. Les premières recherches sont ainsi engagées dans la nuit et elles vont durer jusqu'à 4 heures du matin. Vers 3 heures, les parents de Lucas sont prévenus par la gendarmerie et le père de Lucas part immédiatement en direction des cascades du Hérisson. Les recherches s'étant interrompues à 4 heures, elles reprennent à 9 heures. Et cette fois, 90 gendarmes ont été mobilisés. Des militaires des compagnies de Lons-le-Saunier, Saint-Claude et du peloton de gendarmerie de montagne de Morez. Tous sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver le jeune homme. Les gendarmes du PGM, c'est-à-dire le peloton de gendarmerie de montagne, ont exploré tous les endroits escarpés inaccessibles avec des moyens traditionnels. Un hélicoptère va effectuer 2 passages, dont l'un équipé d'une caméra thermique. L'équipe cynophile de Lons est venue 2 fois. Des Saint-Hubert du groupe d'intervention cynophile de Metz sont également intervenus. Un appel à témoins a été lancé dans la presse par la gendarmerie. Des bénévoles se sont rassemblés pour partir à la recherche de Lucas. Par groupe de 3, ils ont arpenté tout le secteur des cascades de 6 heures à 22 heures. Le père de Lucas, Dominique, ainsi que son oncle équipé d'un drone ne relâchent pas leurs efforts. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, les bénévoles élargissent leur champ d'action jusqu'au belvédère voisin de la Dame Blanche et du Pic de l'Aigle, pour, au final, revenir aux cascades. Malheureusement, le constat est fait le samedi 22 juin que les efforts des gendarmes n'ont pas donné plus de résultats que les jours précédents. Nous avons élargi encore les recherches à toutes les pénétrantes par rapport à l'endroit où l'on suppose qu'il a disparu, a expliqué Laurent Mougin, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude. Le peloton de gendarmerie de montagne des Hauts-de-Bienne a exploré tous les endroits escarpés, toutes les crevasses, tous les lieux inaccessibles par les moyens habituels. Le dispositif de la gendarmerie, aussi imposant soit-il, est resté infructueux. Il sera levé le dimanche au bout de 5 jours, selon les gendarmes. La famille de Lucas assure que le dispositif de recherche a été levé dès le jeudi 20, soit le surlendemain de la disparition du jeune homme. En tout cas, il n'était pas sur le sentier, regrette Dominique Renoux, le papa de Lucas, pour lequel, à ce moment-là, seule la famille et de nombreux bénévoles continuaient à sonder le secteur. Le mercredi 26 juin, une découverte macabre vient clore toute recherche. Un touriste découvre un corps sans vie à environ 30 mètres d'un chemin dans le secteur des cascades du Hérisson. Les vêtements et les effets personnels trouvés correspondent à ceux que portait Lucas le jour de sa disparition. Même s'il faut encore faire des analyses médico-légales pour attester de l'identité du corps retrouvé, le procureur de la République du Jura, Lionel Pascal, déclare à la presse le jeudi 29 juin au soir « Il y a de très fortes suspicions pour qu'il s'agisse du corps de Lucas Renoux ». Mais ce qui suscite l'incrédulité des bénévoles, c'est le fait qu'il n'ait pas été retrouvé plus tôt, alors que l'endroit où il a été retrouvé a été fouillé maintes fois, et qu'il se trouvait près d'un des sentiers du site très fréquentés à cette période de l'année. Pour certains, la seule explication tient à la configuration des lieux. Dans la presse, un bénévole dira « On m'a dit qu'on pouvait passer à 2 mètres de lui sans le voir, tellement les arbres le dissimulaient. » Et puis, il y a un second fait extrêmement troublant. Non seulement le corps de Lucas a été retrouvé à 30 mètres d'un sentier, mais celui-ci n'était également qu'à environ 500 mètres du parking où se trouvait son groupe d'amis. Comment, en rebroussant chemin vers 20 heures, n'ont-ils pas pu le voir ou l'entendre étant donné que l'appel au 112 prouve qu'il était toujours en vie à 22h20 ? Si Lucas avait été présent près du sentier, il les aurait entendus et il aurait pu se signaler. Ils sont forcément passés près de lui s'il était à 30 mètres du sentier. Dans les jours suivants, en toute logique, l'enquête préliminaire ouverte pour disparition inquiétante est requalifiée en recherche des causes de la mort. Une autopsie a donc été réalisée, mais les jours passent et aucune des conclusions ne filtre. Le procureur de la République, Lionel Pascal, argue alors des analyses complémentaires à effectuer. Mais de quelle analyse complémentaire parle-t-il ? Le corps a déjà été rendu, puisque les obsèques ont eu lieu le 2 juillet. D'ailleurs, là aussi, il y a quelque chose de troublant autour du retour du corps de Lucas pour les obsèques. C'est comme s'il y avait eu dissimulation du corps.
En effet, le cercueil était déjà fermé et la famille n'a pas eu l'autorisation de voir le corps sous prétexte que celui-ci était trop dégradé après être resté 6 jours et 7 nuits dans la forêt. Cette dissimulation du corps a beaucoup affecté la famille. Début juillet, le procureur de la République avait indiqué à la presse qu'il communiquerait en temps voulu avec la famille, se bornant à exclure l'intervention d'un tiers dans la mort de Lucas. Les parents de Lucas se sentent délaissés et ne comprennent pas les silences de la justice. Au 10 août, ils n'ont encore reçu aucune réponse à un courrier adressé mi-juillet au magistrat. Et ils déplorent qu'aucun rendez-vous n'ait été fixé d'ailleurs. Pour le père de Lucas, Dominique, il y a trop de zones d'ombre. Ils n'en peuvent plus d'attendre et ça les met en colère. Les parents ont l'impression que la justice se cache derrière le secret de l'enquête. Ce n'est pas la vision du procureur de la République qui leur répond que l'enquête suit son cours. Il se défend alors en disant « Il ne s'agit pas de se retrancher derrière le secret de l'enquête, mais de permettre aux investigations d'être conduites de façon efficace. Je n'ai l'accès qu'à une partie des résultats de l'enquête, je ne peux donc pas communiquer aux parents de ce jeune homme la totalité des informations car je ne les ai pas. » Alors ça, en communication, ça s'appelle des éléments de langage. Fin août, les parents de Lucas n'ont toujours pas eu accès au rapport d'autopsie. J'attends d'avoir la communication officielle du rapport d'autopsie pour en informer les parents. Il espère les recevoir au cours du dernier trimestre de 2019. Il va néanmoins reconnaître que les circonstances de la mort du jeune homme sont étonnantes. Et là, écoutez bien. Les cascades du Hérisson ne sont pas considérées comme un lieu particulièrement dangereux, même s'il existe des risques de chute, a-t-il lui-même expliqué. Or, le corps de Lucas a été retrouvé dans un lieu qui exclut qu'il ait fait une chute et aucune blessure apparente importante n'a été relevée sur son corps. On peut de façon légitime s'interroger comment et de quelle manière un jeune homme de 20 ans peut décéder dans un lieu facile d'accès où les familles vont se promener sans le moindre danger, conclut le procureur. Les parents ont le droit d'avoir des réponses qui seront complètes, assure Lionel Pascal. Pourtant, on peut remarquer que depuis le début de l'enquête, la piste privilégiée est celle de l'accident. Les mots du procureur ne rassureront pas les parents de Lucas qui vont déposer plainte contre X pour non-assistance à personne en danger le vendredi 23 août. Selon les parents, les opérations de secours ont cessé trop tôt, le surlendemain de la disparition, soit le jeudi. Pour Elsa Ganassia, l'avocate de la famille, il y a plusieurs questions sur le rôle des secours au moment de la disparition de Lucas. Le père de Lucas atteste qu'au bout de 48 heures, le poste de commandement avait déjà été levé, il n'y avait plus personne sur place, et il y a la question de l'appel au 112 le soir même. A priori, les gendarmes ont été contactés par les randonneurs qui étaient avec Lucas en balade, et pas par le 112. Avec cette plainte, ils espèrent surtout en savoir plus sur les circonstances de son décès. À la mi-octobre, toujours pas de réponse. Donc Magali, la maman de Lucas, écrit à la présidence de la République afin d'obtenir des réponses. Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron a transmis sa demande à la garde des Sceaux. Finalement, c'est le 19 novembre que le magistrat va transmettre des informations aux parents de Lucas. Pour résumer, les causes de la mort de Lucas Renou demeurent inconnues. Son corps avait été retrouvé sur les lieux de sa disparition une semaine plus tard. Cependant, l'état du corps ne permettait pas l'identification immédiate du jeune homme. Une expertise génétique avait été réalisée pour vérifier l'identité de la victime. Pour les mêmes raisons, l'autopsie n'aurait pas permis de déterminer les causes de la mort. Toutefois, le médecin légiste, constatant l'absence de lésions traumatiques, a exclu l'intervention d'un tiers dans le décès. Il a précisé que, sauf découverte d'éléments toxiques, la mort devrait être considérée comme naturelle. Il estimait qu'au regard de l'état du corps, la mort pouvait remonter à une semaine. La mort pouvait en conséquence être estimée concomitante à la disparition en forêt. On comprend donc bien que, d'après l'autopsie, Lucas serait mort dès la première nuit de sa disparition. Toujours d'après les informations que le procureur donne du contenu du rapport d'autopsie, l'état de dégradation des tissus ne permettait pas une expertise anatomopathologique qui aurait pu éclairer sur les circonstances du décès, voire ses causes. L'examen anatomopathologique désigne l'analyse à l'œil nu puis au microscope d'un prélèvement de cellules ou de tissus d'un organe. Cet examen est pratiqué dans le but de détecter une éventuelle anomalie ou pathologie. Il est surtout normalement systématique en cas de mort naturelle. Quant à l'expertise toxicologique, elle mettait en évidence la présence de molécules médicamenteuses correspondant à un traitement prescrit dans les limites du dosage thérapeutique. Cette expertise ne mettait donc pas en évidence de cause toxique au décès de Lucas. Le magistrat conclut lors d'une conférence de presse le 20 novembre en disant « L'ensemble des investigations pouvant être conduites pour déterminer les causes de la mort paraissant avoir été menées,
j'ai porté les conclusions de l'enquête à la connaissance des parents de Lucas Renoux, le 19 novembre 2019. Ces derniers ont également été informés que j'ai ordonné le classement de cette affaire, les causes de la mort, si elles ne peuvent être précisées, devant être considérées comme naturelles. C'est ainsi que se clôt cette affaire, sur une conclusion de mort naturelle, qui en fait signifie une mort sans explication. Une conclusion très frustrante et qui n'a sûrement pas aidé la famille à faire son deuil. Surtout qu'il persiste, comme l'avait si bien dit le père de Lucas, de nombreuses zones d'ombre dans cette disparition et cette mort mystérieuse. C'est pourquoi je vais maintenant vous proposer mon questionnement et l'analyse que j'ai pu en faire. Ce qui me permettra de poser quelques hypothèses. Tout d'abord, pourquoi Lucas s'est-il séparé de son groupe ? Cela a-t-il un lien direct avec sa disparition ? Deuxièmement, comment est-ce possible qu'après 3 heures de recherche intensive à 7 ou 8 personnes, alors que Lucas est encore en vie, puisqu'il a appelé le 112 à 22h20, il n'ait pas été retrouvé par ses camarades ? Troisièmement, comment est-ce possible que 90 gendarmes, des drones, des hélicoptères, des chiens ne retrouvent pas Lucas pendant 5 jours, alors que l'endroit où son corps a été retrouvé n'est pas un lieu escarpé, pas un lieu caché, et ce n'est pas une zone pentue. C'est en zone moins pentue que les cascades précédentes et surtout près d'un sentier à 30 mètres et seulement 500 mètres du parking. Quatrièmement, comment expliquer qu'il n'ait pas été possible de pratiquer d'analyse anatomopathologique sur le corps ? Cinquièmement, la cause de la mort est-elle vraiment naturelle ? Si je m'en tiens à la version officielle, je n'aurai aucune réponse à ces questions. Je vais donc me baser sur mes recherches pour émettre des hypothèses. Premièrement, pourquoi Lucas s'est-il séparé de son groupe ? Lorsque Lucas a pris la tête du groupe, aux 3/4 de la remontée, il aurait été entendu par quelqu'un du groupe dire « Je vais voir quelque chose ». Plusieurs pistes s'offrent alors. Soit il avait repéré quelque chose à l'aller, et au retour, il voulait s'arrêter pour y jeter un coup d'œil. D'autres youtubeurs d'ailleurs ont émis cette hypothèse. Ça aurait pu être des animaux ou quelque chose en lien avec les animaux par exemple, puisqu'il était passionné par cela. Ou toute autre chose. Soit il avait rendez-vous avec quelqu'un sur le parking ou près du parking et il voulait arriver sur le parking avant que les autres du groupe n'y arrivent. Mais dans ce cas-là, cela fait intervenir une tierce personne. Deuxième questionnement, pourquoi ses collègues ne l'ont pas retrouvé lors de leur recherche entre 20h et 23h ? Eh bien, j'ai envie de dire, pour donner une réponse simple, parce qu'ils ne cherchaient pas au bon endroit. Pour eux, Lucas a disparu entre les 3/4 du chemin et le parking. Donc ils sont repartis fouiller sur le même sentier et ses abords, ce qui peut paraître logique. Sauf que, si on regarde bien, son corps a été retrouvé du côté du Saut-Girard, à 500 mètres du parking. Et si on regarde sur la carte, ça nous donne à peu près dans cette zone, puisqu'on sait qu'il était à 30 mètres d'un sentier. La carte nous indique un nom, le Moulin Genet. C'est la plus petite cascade du site et on y trouve les ruines d'un ancien moulin. Si Lucas se trouvait du côté du Moulin Genet et que ses amis le cherchaient de l'autre côté, c'est normal qu'il ne l'ait pas trouvé. Maintenant, soyons logiques. Si un parcours de 7,3 km se fait en 3 heures, c'est ce qui est annoncé sur tous les dépliants des cascades du Hérisson, on peut bien imaginer que si Lucas était vraiment perdu, il aurait parcouru plus que 500 mètres, sachant que c'est bien avant 20h qu'il s'est séparé du groupe. Donc là encore, il y a un problème d'incohérence avec l'endroit où le corps a été retrouvé. D'où ma deuxième hypothèse. Le lieu de la découverte du corps n'est pas le lieu de la mort. À mon avis, il aurait pu faire, disons, au moins 5 ou 6 km. Mais sans rencontrer de route, c'est quand même surprenant. En nous situant au niveau du parking, on voit bien que si Lucas s'est aventuré au-delà du parking et qu'il a perdu son chemin, il y a tout de même des routes et des villages aux alentours. Il paraît impossible de rester perdu plusieurs jours dans ces forêts sans rencontrer quiconque ni retrouver le chemin de la civilisation en suivant une route ou un sentier. D'autant plus que nous sommes fin juin, une période très touristique. Et si le lieu de la mort n'est pas le même que le lieu de la découverte du corps, cela implique de nouveau la participation d'une tierce personne. Le raisonnement est le même pour le manque de résultats des équipes de gendarmerie. Peut-être tout simplement que Lucas ne se trouvait plus dans le secteur des cascades du Hérisson au moment des recherches. Quatrième question, une des interrogations de cette affaire est l'état de dégradation du corps. En faisant des recherches, j'ai trouvé qu'au bout de 6 jours, cette nuit laissée en extérieur, sous des températures de l'époque, à savoir environ 10 degrés la nuit et 20 degrés le jour, le corps aurait été certes en état de dégradation, mais pas au point de ne pas pouvoir pratiquer d'analyse anatomopathologique. Par contre,
Si le corps avait été conservé, ne serait-ce que quelques jours enfermé dans un contenant en plastique par exemple, les effets auraient été bien différents. La dégradation aurait été accélérée du fait de l'augmentation de l'humidité de l'air. Les tissus auraient été plus gonflés, plus mous, rendant l'identification impossible en visuel et aussi les prélèvements de tissus, donc l'analyse à nappate. Cela ne vous rappelle rien ? Dans le cas de Lucas, la famille n'a pas eu le droit de voir le corps de Lucas du fait qu'il était trop dégradé, ce qui ne colle pas du tout avec un séjour de 6 ou 7 jours en extérieur. Et il était impossible de faire une analyse anatomopathologique. Se pourrait-il alors que son corps ait été conservé quelques jours dans un contenant ou sous une bâche en plastique, accélérant ainsi la décomposition ? Et de nouveau, cette hypothèse implique la présence d'une tierce personne. De quoi est mort Lucas ? Tout ce que l'on sait, c'est de quoi il n'est pas mort. Il n'est pas mort de froid. 10 degrés la nuit ne suffisent pas à générer une hypothermie. Il n'est pas mort d'arrêt cardiaque ni d'AVC, c'est validé par l'autopsie. Il n'est pas mort de traumatisme, donc pas de chute, mais aussi pas de coup, pas de blessure. Donc pas d'agression physique, c'est aussi dans le rapport d'autopsie. Pas d'attaque d'animaux, ça aurait été classé dans les traumatismes. Pas de traces d'empoisonnement ou de toxiques quelconque, mis à part un traitement habituel, donc pas d'overdose par exemple, volontaire ou non. Donc que reste-t-il ? Une hypothèse pourrait être avancée, celle de l'asphyxie. Mais comme il n'y a pas eu d'analyse des organes, il est impossible d'en avoir la preuve. Donc même si cela paraît incohérent et laisse une impression de malaise et de mystère, jusqu'à aujourd'hui rien, c'est-à-dire aucune nouvelle preuve, ne permet de produire une autre conclusion que celle qui a clos l'enquête en novembre 2019, à savoir la mort naturelle de Lucas Renaud. Bien sûr, on peut toujours imaginer des hypothèses, mais sans preuve, elles ne resteront que des hypothèses. Mais si de votre côté vous avez d'autres informations, ou si pourquoi pas vous avez aussi d'autres hypothèses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien entendu, par respect pour Lucas et sa famille, je vous demanderai d'être bien respectueux dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit de nature, danger, disparition.